Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. On va laisser quelques petites secondes que tout le monde se connecte encore sur ce webinaire. Avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques mots sur ce webinaire qui est co-organisé du coup entre Doctrine, plateforme d'intelligence juridique, et le cabinet Hugues Lepage. Il est consacré à un sujet qui est d'actualité et qui est plutôt brûlant, les actions de groupe. On va donc passer 45 minutes ensemble autour de ce thème avec des interventions successives, d'abord de Madame Izquierdo, puis de Madame Lepage qui nous rejoindra dans quelques minutes. Avant de leur donner la parole, j'aurais donc aimé vous présenter un petit peu ce qu'on fait chez Doctrine. Donc Doctrine, c'est une plateforme d'intelligence artificielle juridique qui est dédiée aux professionnels du droit. On a remarqué depuis quelques mois, depuis quelques années même, que l'IA connaît une adoption sans précédent. Elle bouleverse un peu tous les secteurs et forcément, le monde juridique n'y fait pas exception. Donc chez Doctrine, nous, on a une mission qui est très simple, c'est de vous faire gagner du temps, mais aussi et surtout de rendre le droit plus accessible. Donc on a développé chez Doctrine depuis 10 ans maintenant, bientôt, une IA spécialisée pour les avocats qui leur permet de se libérer des tâches les plus chronophages, que ce soit à toutes les étapes de votre travail, donc analyse de dossier, recherche juridique, mais aussi rédaction, pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui fait vraiment le cœur de votre métier, la stratégie, le conseil et la relation client. Et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une IA qui est spécialisée, c'est que contrairement à des IA généralistes, on se base sur 200 millions de liens entre différentes sources juridiques, ce qui vous permet de ne pas du tout avoir d'angle mort lorsque vous élaborez votre stratégie. On a plus de 10 ans d'expertise, on a une technologie qui est conçue spécialement pour les professionnels du droit et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'on a des standards de sécurité qui sont particulièrement élevés, contrairement à, sans citer, mais ChatGPT ou d'autres, qui sont moins sécurisés. Donc, par exemple, pour vous expliquer un petit peu au niveau sécurité, on est certifié ISO 27001 depuis quelques mois maintenant, qui est la norme internationale de référence en matière de protection des données. On a des serveurs qui sont exclusivement en Europe. Toutes les données de nos clients sont chiffrées et surtout, on bénéficie d'un accompagnement renforcé par la CNIL pour ce qui est de la protection des données et nous sommes la seule Legal Tech de France, peut-être même du monde, à bénéficier de cet accompagnement par une institution telle que celle-ci. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté sur ces quelques mots. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Izquierdo et je vous laisserai, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat également par la suite. Voilà, Madame Izquierdo, je vous laisse la main. Merci Marguerite et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié aux actions de groupe. Je suis donc Marine Izquierdo, collaboratrice au sein du cabinet Bleu Lepage. Je vais vous présenter donc les actions de groupe dans une première partie donc, et ensuite Corinne Lepage vous présentera la deuxième partie. Alors, quelques mots d'introduction tout d'abord. La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dite loi DDA-DE, introduit des innovations importantes en matière d'action de groupe. Cette action de groupe, elle est imitée du modèle américain de class action, mais elle avait déjà auparavant reçu une application, cependant très limitée. Et donc, je vais refaire un bref historique de l'action de groupe. Pardon, c'était sur la même slide. Donc l'action de groupe a été introduite en 2014 par la loi dite loi Hamon, d'abord en matière de consommation, puis ensuite elle a été étendue à d'autres domaines, notamment le droit de l'environnement, avec l'article L142-3-1 du Code de l'environnement, qui prévoyait que l'association devait être déclarée depuis au moins 5 ans ou agréée depuis au moins 3 ans, et que son objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de ses membres. Mais cet article, L142-3-1, a maintenant été abrogé par la loi DDA-DE. Le constat qui avait été fait, en fait, c'était que l'action de groupe était peu mise en œuvre. Et un rapport d'information sur les actions de groupe de 2020 indiquait à cet effet que seules 32 actions avaient été intentées depuis leur création en France. Moins de 20% avaient eu un résultat positif et aucune action de groupe n'avait été intentée en matière environnementale. Il y avait plusieurs raisons à ça, notamment l'excessive complexité du régime juridique des actions de groupe qui était mise en œuvre à l'époque. On avait 7 fondements juridiques différents pour intenter des actions de groupe, avec pour chacun d'eux des règles procédurales et des règles de fond qui variaient. La recommandation avait donc été émise de mettre en place un cadre commun à toutes ces actions de groupe
incluant aussi un élargissement de la qualité à agir et du champ des préjudices indemnisables. Et donc, en 2022, on a une proposition de loi transpartisane qui a été déposée et qui visait à transposer la directive européenne du 25 novembre 2020 qui est relative aux actions représentatives. Sauf que la France était en retard dans la transposition de cette directive. Elle avait jusqu'à décembre 2022 et une procédure en manquement avait été enclenchée par la Commission européenne. Il y avait donc une pression pour le gouvernement qui a préféré donc utiliser le projet de loi DDADUE comme vecteur de transposition de la directive, étant précisé que le législateur a choisi de maintenir un régime unifié de l'action de groupe dans une loi qui est non codifiée. On a donc aujourd'hui un texte, la loi DDADUE, qui contient des choses bien comme l'action de groupe et des choses un petit peu moins bien, comme l'exemption d'une dérogation espèce protégée sous certaines conditions, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on examinera successivement le champ d'application de l'action de groupe, les types d'actions pouvant être exercées, les règles particulières de compétences et de procédures, les actions transfrontières, tout ce qui est faute professionnelle, et enfin, avec Corinne Lepage, on vous parlera de cas de mise en situation un peu concrète, à la fois côté entreprise et côté association, pour essayer de se projeter. Alors, si je comprends bien, je prends le relais en vous priant de bien vouloir m'excuser pour ce retard, mais Marine était là pour faire les choses parfaitement bien. Alors, c'est en fait quelque chose qui va vraiment changer, me semble-t-il, en profondeur les risques pour les entreprises et les possibilités pour les associations. Alors, je commencerai par quels sont les domaines concernés. Comme Marine Izquierdo vient de vous le dire, tout ça n'est pas codifié. C'est une loi. Il y a quelques dispositions de code qui sont modifiées, code de justice, code de l'environnement, code de la consommation, mais le texte reste ce qu'il est. Donc, c'est un grand article 16 qui comporte toute une série de dispositions codifiées sous ABCD et la suite, qui crée l'action de groupe en France. Alors, quels sont les domaines concernés? Il y a deux types d'actions, on va revenir dessus. L'action en manquement, c'est-à-dire que l'entreprise a manqué ou le service public a manqué à quelque chose, et l'action en réparation, en dommage en quelque sorte. Ça couvre donc à la fois la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Ça concerne les personnes publiques et les personnes privées. Et c'est en fait très largement calqué sur ce qu'on appelle l'action de classe aux États-Unis, avec un champ très large, mais qui ne couvre pas l'ensemble des domaines du droit, et en particulier qui est très restrictif en matière de santé publique, car il ne concerne qu'une petite partie du domaine de la santé publique, c'est-à-dire ce qui est des médicaments et dispositifs médicaux. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, des dommages liés à des problèmes de santé environnementale, à mon sens, ne sont pas vraiment couverts par ce texte. Ce qui est, à mon sens, dommage, mais enfin, c'est ainsi. Alors, quelles sont maintenant les personnes susceptibles d'agir, les demandeurs à l'action? Alors, première catégorie, les associations agréées pour exercer des actions de groupe. Donc, il y a un certain nombre de conditions qui sont mises pour que l'agrément puisse être délivré. Il faut que l'association soit indépendante, qu'elle ait 12 mois consécutifs de vie, que son objet social corresponde, mais là on est dans du classico-classique si je puis dire, et que cet objet comporte la défense d'intérêts concernés qui n'a pas fait l'objet et qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une procédure collective. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que l'association, elle doit être indépendante, elle doit prévenir les conflits d'intérêts. L'objectif, c'est en fait d'éviter que sous couvert d'une association, il y ait des actes de concurrence déloyale qui soient montés par certaines entreprises contre d'autres. En fait, le but du jeu, c'est ça. Donc, une prévention des conflits d'intérêts et un contrôle du financement de ces associations. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ensuite, vous avez les organisations syndicales représentatives au titre du Code du travail et du Code général de la fonction publique. Donc, c'est à la fois fonctionnaires
public et salariés du secteur privé. Les organisations syndicales représentatives des magistrats de l'ordre judiciaire, magistrats de l'ordre administratif ne sont pas couverts. Les organisations syndicales représentant les exploitants agricoles, les pêcheurs, les professionnels de la mer, les associations de consommateurs qui répondent aux obligations et figurent sur la liste publiée au niveau communautaire, les associations mentionnées à l'article 621 du Code de la consommation, c'est-à-dire les associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs, et enfin, et ce n'est pas le moindre, le ministère public qui peut se joindre. Alors, il y a des règles communes à tous ces demandeurs. C'est de remplir des règles strictes en ce qui concerne le financement. Le financement par des tiers ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de donner à ces personnes la possibilité d'intervenir sous quelque forme que ce soit dans l'introduction de conduite d'action de groupe. Autrement dit, et tout financement doit être rendu public. Autrement dit, une association apparemment tout à fait indépendante, mais dont le financement serait assuré par une entreprise qui pourrait avoir intérêt à l'action qui est menée, eh bien, ça va poser un problème. Et de toute façon, il ne faudrait qu'il n'y ait aucun lien possible entre le lancement de l'action et l'entreprise. Donc, ça paraît quand même un petit peu compliqué. Donc, voilà pour ce qui concerne les acteurs. Alors maintenant, les types d'actions. Je le disais tout à l'heure, il y en a deux. Il y a l'action en manquement et il y a l'action en indemnité. L'action en manquement, elle est précisée au point F et G de l'article 16. C'est tout ce qui constitue donc une faute, un manquement avec une règle spécifique pour l'action en manquement en matière de droit du travail lorsque ce sont les organisations syndicales qui les exercent. Cette action est limitée à 3 catégories: la lutte contre les discriminations, la protection des données personnelles et la cessation du manquement de l'employeur. Et cette action doit débuter par une demande préalable sur laquelle je vais revenir parce qu'il y a effectivement des règles de procédure spécifiques à cette action en manquement. D'abord, première observation, quand le juge est saisi, s'il considère que l'action est manifestement irrecevable, elle peut être rejetée par une décision motivée, mais sans audience. Ensuite, si donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une action en manquement, il n'est pas nécessaire de prouver une intention ou une négligence ou même un préjudice. Il faut simplement qu'il y ait un manquement qui permet au juge d'enjoindre à l'auteur du manquement de prendre toute mesure utile pour le faire cesser. Une astreinte peut être prononcée et si elle est liquidée, c'est au profit d'un fonds consacré au financement des actions de groupe. Le juge peut ordonner des mesures provisoires pour faire cesser un manquement, un trouble illicite lié à ce manquement. Et c'est le défendeur qui va assumer les mesures de publicité adaptées pour informer de la décision toutes les personnes susceptibles d'être concernées. En revanche, dans le premier cas que j'envisageais, c'était une action manifestement irrecevable, eh bien, le juge peut mettre à la charge du demandeur les mesures de publicité qui vont avec. Le deuxième cas, c'est les actions en réparation de préjudices subis. C'est probablement là, je dirais, où la novation est la plus importante par le nombre de personnes qui peuvent être saisies, donc par le coût éventuel pour les entreprises. Pour que la procédure puisse être lancée, le demandeur doit d'abord présenter des cas individuels au soutien de ses prétentions. Ensuite, le juge va rendre une première décision qui va permettre d'abord de définir le groupe des personnes à l'égard desquelles la responsabilité du demandeur est engagée grâce à des critères de rattachement à ce groupe
que le juge va définir, et il va également définir les préjudices qui peuvent faire l'objet d'une réparation. C'est le premier stade, donc reconnaissance d'une responsabilité et définition des critères du groupe et des critères de préjudice. Là, il y a une option, ou bien dès ce premier jugement, il y a des éléments suffisants qui sont produits qui permettent au juge de fixer le montant des indemnités. Ou bien ce n'est pas possible. Dans ce cas, le juge va préciser le délai dans lequel les personnes, c'est entre 2 ans et 5 ans, les personnes voulant, 2 mois et 5 ans, pardon, dans lequel les personnes voulant se prévaloir de jugement sur la responsabilité vont pouvoir adhérer au groupe pour obtenir réparation. Et le juge va également fixer un délai pour le défendeur pour indemniser ces personnes. La réparation peut également se faire en nature, sauf s'il s'agit de dommages corporels, ce qui peut marcher par exemple pour tout ce qui est préjudice écologique. L'indemnisation individuelle des préjudices est également possible. Et en matière de réparation de préjudices corporels, le règlement amiable du jugement statuant sur les droits à indemnité est également envisageable. Voilà, donc c'est le premier cas de figure. On a un groupe de base qui se présente. C'est le juge qui va fixer les caractéristiques de ce groupe de base. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est la procédure collective. Le juge peut décider de la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation du préjudice. Cette ouverture de la procédure collective ouvre la possibilité au demandeur de négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices. Le juge va déterminer le montant des préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation à chaque catégorie de personnes constituant le groupe. Le juge va fixer également les délais et les modalités de la négociation. Donc, ou bien il y a un accord, une négociation qui se met en route, ou bien il y a un premier jugement qui fixe le cadre dans lequel la procédure collective va se dérouler. Le juge peut condamner le défendeur à verser une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépenses, y compris les frais de défense, et dans un délai que le juge fixe, il homologue un accord qui peut être intervenu. Si cet accord n'est pas homologué parce que le juge considère que notamment les demandeurs sont maltraités, il peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de 2 mois. S'il n'y a pas d'accord total, le juge est saisi pour liquider les préjudices restants et il statue dans les limites du jugement ordonnant la procédure collective de liquidation des préjudices. Et si à compter du jugement qui lance la procédure collective, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'accord, ça ne marche pas, à ce moment-là, les membres du groupe peuvent demander individuellement une demande de réparation à la personne responsable et la procédure individuelle est applicable. Et bien entendu, si on n'aboutit pas, eh bien, il y aura un jugement. Troisième type de procédure envisageable, la médiation. La médiation, elle est ouverte aux associations agréées, aux organisations syndicales représentatives. Le juge peut, avec l'accord des parties, désigner un médiateur dans les conditions habituelles de la loi sur la médiation et essayer donc de parvenir à un accord entre les parties pour régler les conditions de l'indemnisation. Là aussi, on retrouve la procédure d'homologation du juge qui peut refuser cette homologation s'il considère que les victimes sont maltraitées. Et c'est l'homologation qui donne la force exécutoire à l'accord. L'accord va préciser les mesures de publicité nécessaires pour informer toutes les personnes susceptibles d'être indemnisées et les modalités de cette indemnisation pour pouvoir en bénéficier. Autrement dit, toutes ces procédures, du fait des publicités qui sont faites, donnent la possibilité à toutes les victimes potentielles de se manifester et de bénéficier, en quelque sorte, des décisions qui auront été rendues au bénéfice
des premiers intervenants. Quelques précisions sur les règles de compétences et de procédure. Tout d'abord, il va être tenu un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions, puisque, comme vous l'avez compris, puisqu'il y a à la fois le public et le privé qui sont concernés, eh bien, c'est le juge judiciaire et le juge administratif qui peuvent être concernés. Les actions de groupe, donc, se fondent sur des nouvelles dispositions du Code de l'organisation judiciaire. Il y a le délai de prescription est interrompu par la procédure, il recommence à courir selon un certain nombre de délais, mais je veux aller un peu vite pour qu'on ait le temps des questions, qui ne peut être inférieur à 6 mois à compter de la décision définitive. Les jugements sur la responsabilité du jugement d'homologation ont l'autorité de la chose jugée. L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation des préjudices qui ne relèvent pas du champ défini par le jugement initial sur la responsabilité. Lorsque le juge a été saisi d'une action de groupe et que le demandeur à l'action est défaillant, le premier, celui qui a lancé le groupe, il peut y avoir une personne qui lui est substituée. Et enfin, le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur, garantissant la responsabilité civile du responsable. Un mot rapide sur les actions de groupe transfrontières qui font l'objet de dispositions particulières avec un agrément spécifique, des règles particulières pour ces entités et des règles particulières entre États lorsqu'il y a des contestations sur la qualité de la personne qui agit. J'en viens maintenant à un point qui est très important, qui est la question des fautes professionnelles. Fautes professionnelles, donc, qui sont donc commises dans l'exercice professionnel. Première observation, quand c'est le cas, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que s'il y a une décision préalable de l'autorité ou de la juridiction nationale ou de l'Union nationale qui constate le manquement. Donc, il faut en quelque sorte un préjugement sur la faute professionnelle qui a été commise et ce n'est qu'après que l'action de groupe peut être engagée. Nouvelle disposition très importante, j'y reviendrai tout à l'heure à propos des entreprises, qui est l'article 1254 du Code civil, qui permet au juge, en cas de manquement aux obligations légales ou contractuelles relatives à une activité professionnelle, à la demande du ministère public devant l'ordre judiciaire et du gouvernement devant les juridictions administratives, donc c'est quand même très encadré, de condamner le défendeur au paiement d'une sanction civile dont le produit est affecté au fonds de financement des actions de groupe. Cette action n'est possible que si l'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indue et si le manquement a causé des dommages à plusieurs personnes. La sanction civile est proportionnée à la gravité de la faute, doublement du profit si c'est une personne physique, quintuplement si c'est une personne morale. Cette sanction civile est cumulable avec une amende administrative ou pénale, mais le montant total ne peut pas dépasser le plafond que je viens d'indiquer. Ce risque n'est pas assurable et les associations de consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile sur ce point. Voilà, tout ça a été un peu au pas de course parce que nous voulions en venir à quelques applications concrètes et je repasse donc la parole à Marine Iscardo. Oui, merci. Alors, application concrète, comment les organisations pourraient-elles intenter une action de groupe? Et j'ai repris 2 hypothèses, et ce qui permettra aussi de faire un peu un résumé de ce qui a été dit avant. Donc, cas numéro 1, il y a une pollution aux pesticides. Peut-on intenter une action de groupe? Pour rappel, si vous vous souvenez de ce qu'a dit Corinne Lepage dans la première partie, les produits phytopharmaceutiques, notamment, ne sont pas couverts par la loi DDA-DUE,
puisqu'en matière de santé publique, et c'est vraiment l'exception à ce régime de l'article 16 de la loi, l'action de groupe n'est exercée qu'en raison d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés à l'article L5311-1 du Code de la santé publique, c'est-à-dire tout ce qui est médicaments, produits contraceptifs, etc. Donc là, dans cette hypothèse-là, malheureusement, l'action de groupe ne sera pas possible en l'espèce. Deuxième hypothèse, on a par exemple une compagnie aérienne qui met en avant sa neutralité carbone. Et bien là, on a une infraction à la législation européenne concernant l'allégation environnementale trompeuse. C'est issu de la directive de 2004 qui est relative à la protection des consommateurs face aux pratiques déloyales. Donc là, qui pourraient être les porteurs de l'action de groupe? Eh bien, on se reporte donc à nouveau à l'article 16, au grand 1C3, ça pourrait être ce qu'on appelle les entités qualifiées européennes pour défendre les intérêts collectifs des consommateurs européens. Donc, il y a une liste qui est fournie de ces entités qualifiées européennes. Ça pourrait être, par exemple, le Bureau européen des unions de consommateurs. Et on pourrait ensuite imaginer mettre en place une action de groupe transfrontière, où ce sont des organismes qui sont désignés par les autres États membres de l'Union européenne et qui sont agréés pour pouvoir intenter des actions de groupe dans un État membre autre que celui dans lequel ces organismes ont été agréés. Et pour ça, c'est un agrément spécifique qui sera ensuite précisé par décret. Pour les demandes, donc, on pourrait demander l'obtention de la cessation du préjudice, retirer par exemple l'allégation environnementale trompeuse, mais aussi la réparation de tout type de préjudice, ce que permet désormais cette loi des DADIE, notamment morale, ou même les deux. Il faut savoir que maintenant, on aurait un risque réputationnel et surtout financier qui serait beaucoup plus élevé, étant donné le nombre de consommateurs dans les différents pays qui pourraient se joindre à l'action de groupe au niveau européen. Pour le tribunal compétent, ce serait le tribunal judiciaire qui aurait été désigné compétent spécifiquement donc par la suite par décret, enfin ça sera précisé ensuite. Et en cas de condamnation, il y aurait des mesures de publicité qui pourraient être prises pour informer les personnes concernées, les consommateurs notamment, mais ça, ce sera uniquement une fois que la décision ne sera plus susceptible de recours. Et je redonne la parole à Corinne Lepage. Un petit mot maintenant côté des entreprises. Comment est-ce que les entreprises peuvent anticiper sur ces actions de groupe? D'abord, en matière de droit du travail particulièrement, mais de manière plus générale, être très attentif à toute demande, toute plainte qui pourrait être déposée du fait d'un manquement et les moyens d'y répondre de la manière la plus diligente et essayer de redresser la barre le plus vite possible, c'est-à-dire de faire de la prévention au maximum. Deuxièmement, essayer de prendre en amont des mesures correctives pour réduire les chances de succès d'une action, mais aussi rendre inutile une telle action. Ce qui veut dire se poser un certain nombre de questions sur les conséquences. Et donc, cela veut dire regarder peut-être d'un œil très différent la question de l'évaluation des risques. On sait qu'il y a beaucoup de débats actuellement sur CSRD, pas CSRD, jusqu'où la CSRD, etc. Mais le fait de faire une analyse de risque poussée, y compris sur sa chaîne de valeur, est évidemment un des moyens efficaces d'anticiper les actions qui pourraient être lancées. On voit bien que, et Marine l'a très bien montré il y a quelques minutes, que le nombre de plaintes pourrait être extrêmement important avec des risques financiers extrêmement sérieux qui s'ajoutent évidemment aux risques réputationnels. Donc, comment s'y prendre? D'abord anticiper, et puis si des actions sont lancées, bien de regarder de manière extrêmement précise qui les lance. Si nous avons des actions de consommateurs, je dirais que classiques d'associations de consommateurs ou des associations syndicales, bon, elles sont dans un domaine assez classique. Si en revanche on a des associations spécifiques
action de groupe qui se lance dans la bataille, bien, est très attentif au fait qu'il n'y a pas de loup caché dans la bergerie, c'est-à-dire bien regarder la question de recevabilité, de conflit d'intérêts et de risque, parce qu'il y en a manifestement, de risque de concurrence déloyale. Voilà, donc ce qu'on peut dire à ce niveau de ce texte qui vient de sortir, c'est quelque chose qui va, à mon sens, avoir beaucoup de conséquences sur les entreprises et qui va les conduire, me semble-t-il, à regarder vraiment leur échelle risque-opportunité de manière sensiblement différente. Il est encore trop tôt, bien sûr, pour savoir comment tout cela va marcher. Comme Marine l'a rappelé en introduction, l'action de groupe en France jusqu'à maintenant n'a pas du tout fonctionné. Il y a des actions collectives qui ont été menées, mais pas d'action de groupe. Là, on change vraiment de nature et je pense que c'est une véritable évolution, voire une révolution en matière indemnitaire. Et nous sommes maintenant, Marine et moi, à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, donc nous avons un certain nombre de questions. Tout d'abord, quelle disposition de la loi nous indique que les actions de groupe en manquement, uniquement, n'est limitée qu'à 3 catégories? Ah non, c'est uniquement pour le droit du travail. C'est uniquement en matière de droit du travail pour les associations, les organisations syndicales. Ce n'est pas tout le monde. Nous avons ensuite une seconde question. Quelle est votre lecture de l'applicabilité de ces actions de groupe dans le cadre des contentieux de vigilance, donc la loi Poitiers et sa future forme, une fois la directive CS3D transposée? Marine, peut-être voulez-vous répondre à cette question? Une fois la directive CS3D, on attend un peu de voir aussi les suites avec la loi Omnibus. Contentieux devoir de vigilance, là, je ne me suis pas encore projetée sur ça. Alors, si je peux donner une idée, je pense que ça peut être un complément. La question est judicieuse, très judicieuse, un complément des actions en vigilance. Parce que ce serait le volet, en quelque sorte, consommateur, c'est-à-dire conséquences pratiques des manquements au devoir de vigilance qui seraient mis en œuvre. Autrement dit, la manière dont vous avez exercé votre devoir de vigilance est fautive et la preuve, c'est que, alors, ça peut être simplement un manquement, mais deux, vous avez causé des dommages parce que les risques n'ont pas été évalués convenablement. Et si vous les aviez évalués convenablement, vous n'auriez pas causé ces dommages. Donc, effectivement, il peut y avoir un lien entre les deux. Et nous n'avons pour l'instant pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à en poser via le chat. Si vous voulez, j'ai été beaucoup plus bavarde que vous. Si vous voulez peut-être compléter un peu ce qui a été dit. Non, enfin, tout a été dit en substance, donc je ne vais pas compléter. Je regarde, mais... Alors, si à moins que vous voulez pas compléter? Non, allez-y. Enfin, j'avais noté un point, mais allez-y. Non, mais le temps que je le retrouvais dans mes notes, c'est pour ça. Alors, je vais utiliser ce temps et vous reprendrez la parole. Je voulais dire simplement que si on arrive à faire quelque chose comme l'action de classe aux États-Unis, c'est vraiment une révolution. Quand vous voyez, par exemple, alors Marine a eu raison de le dire, les pesticides ne sont pas concernés, mais quand vous voyez les actions qui ont été menées sur les affaires de glyphosate aux États-Unis, qui ont conduit notamment à une proposition de transaction de 10 milliards, qui a fait l'objet d'un refus d'homologation par le juge parce qu'il considérait que ce n'était pas assez. Vu le nombre de plaignants, il y en avait 100 000. Donc, il faut se rendre compte de ce que peut représenter, quelle est l'efficacité d'une action de classe. Alors, celle que nous avons mise en place en France est quand même plus encadrée, un peu plus restreinte que ce qui existe aux États-Unis, mais quand même, c'est très, très, très important.
Marine, est-ce que vous aviez retrouvé ce que vous vouliez dire? Non, c'était juste pour réinsister donc par rapport au régime antérieur qui n'a pas bien fonctionné. Donc la différence notable avec le régime antérieur concernant les types d'actions qui peuvent être exercées, c'est que sous l'empire des régimes sectoriels antérieurs, souvenez-vous, il y avait 7 régimes juridiques différents. Et ben, certaines actions de groupe, notamment celles en matière de consommation ou de santé, ne pouvaient tendre exclusivement qu'à la réparation des préjudices. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est beaucoup plus large, donc c'est vraiment prometteur. Et là où moi, je vois vraiment des actions intéressantes, c'est tout ce qui sera en matière de publicité commerciale trompeuse, allégations environnementales, autrement dit greenwashing, notamment avec ces actions transfrontières. Voilà, écoutez, s'il n'y a toujours pas d'autres questions, Lise-Hélène? Donc, nous avons plusieurs questions qui se sont ajoutées. Alors, allons-y. Donc, en matière de données personnelles, peut-on imaginer des plaintes collectives contre les entreprises de l'Union européenne et hors Union européenne pour des potentiels manquements à la RGPD, à la sécurité et la confidentialité des données? C'est expressément visé. Hein. C'est visé pour les organisations syndicales en champ restrictif, mais c'est dans le champ pour tout le monde. Et quand on sait l'importance qu'ont l'utilisation des datas aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui va être très intéressant. Autre question? Alors, nous avons une autre question, mais elle nomme directement une entreprise, donc je ne sais pas si on est vraiment en capacité d'y répondre. Mais, non, non. Ou alors vous la formulez de manière générale, si vous savez le secteur économique. Sinon, vous ne la donnez pas. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait alors le tour des questions. Bien, écoutez, merci. Nous espérons que notre webinaire vous a intéressé. Il est bien entendu en replay sur le site de Doctrine et sur le nôtre. Marguerite, vous voulez peut-être conclure? Simplement remercier tout le monde pour toutes les questions ainsi que pour toutes les précisions qu'on sur le sujet de Madame Lepage ainsi que Madame Izquierdo. Je pense que c'était très clair. Merci à tous les participants. Le webinaire sera donc disponible en replay. Vous recevrez un mail d'ici 30 minutes avec un lien pour l'afficher. Il sera également, comme l'a indiqué Madame Lepage, sur le site du cabinet ainsi que sur le site de Doctrine. Je vous invite à re-regarder tous les détails qui pourraient vous être utiles par la suite. Voilà, très bonne journée. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée, merci. Au revoir.